Bonsoir. Je pense qu'on oublie souvent que nous avons de la chance de vivre en Nouvelle-Calédonie. Nous possédons la deuxième plus grande barrière corallienne continue du monde, après celle de l'Australie. Et notre lagon abrite plus de 350 espèces de coraux et près de 1600 espèces de poissons. Au vu de cette exceptionnelle biodiversité, l'État français, le gouvernement calédonien et les 3 provinces se sont mobilisés pour que ce dernier soit reconnu dans le monde. Et en juillet 2008, la Nouvelle-Calédonie devient le premier site français d'outre-mer à être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 6 zones marines sont concernées par ce classement. Cependant, notre lagon est fragile. Afin de le préserver pour les générations futures, des actions ont été mises en place. C'est ce que fait l'association En Août. C'était notre feuilleton de la semaine. Ce soir, nous verrons comment se porte notre lagon et quels moyens sont mis en place pour le préserver. Pour en parler avec moi, je reçois Marie-Renée Pabouty et Amaury Durbano. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors Marie-Renée, vous êtes pêcheuse professionnelle, mais également vous faites partie des membres fondateurs de cette association, présente sur la commune de Touo, qui signifie Décider en marchant en Tchémoui, une association de gestion du patrimoine créée en 2013. Amaury, vous êtes animateur depuis 2018 pour l'association En Août. Merci à tous les deux d'être avec nous encore une fois. Donc, notre lagon est un trésor de biodiversité, de l'humanité, mais de manière générale, depuis 2008, comment se porte-t-il? Alors, pour en savoir un peu plus, nous sommes allés à la rencontre de Nathalie Bayon, directrice du Conservatoire des espaces naturels en Nouvelle-Calédonie. Alors, est-ce que les 6 zones qui font partie du bien inscrit au patrimoine mondial vont bien? La réponse est oui, très clairement. Et c'est pas un oui en l'air comme ça. On le sait parce qu'il y a des suivis qui sont faits, des suivis par des scientifiques, selon un protocole standardisé. Donc ces suivis sont faits tous les 6 ans. Et ces suivis scientifiques, on peut affirmer avec certitude qu'ils permettent de dire que ces zones sont en excellente santé et qu'elles sont restées en bonne santé, voire pour certaines zones, certaines stations, il y a même eu une amélioration et une augmentation de la diversité ou de la densité de poissons, par exemple, ou d'invertébrés marins. Alors, le Conservatoire d'espaces naturels, qui, je le rappelle, a pour rôle de comprendre, de conserver, de protéger, de restaurer, de valoriser les espaces naturels, donc terrestres et marins, donc en Nouvelle-Calédonie. Marie-Renée Amaury, c'est une bonne nouvelle. En fait, ça veut dire que le travail sur le terrain porte ses fruits finalement. Marie-Renée, une petite réaction. C'est-à-dire que tout va bien. Oui, on peut dire ça comme ça, mais il ne faut pas laisser, il faut continuer à préserver. Amaury? Oui, c'est une bonne nouvelle que l'état de santé du bien se maintienne, mais voilà, comme dit Marie-Renée, il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers et continuer à faire des actions et à faire passer le message. Alors, vous pouvez d'ailleurs retrouver la synthèse de l'état de santé des récifs inscrits sur le site du Conservatoire des espaces naturels, donc www.cen.nc. Donc l'association En Août a été créée pour mettre en place sur le terrain les différentes actions du plan de gestion établi en 2010 par le comité de gestion de la commune de Touo. Donc il regroupe en fait tous les acteurs de la commune. Donc c'est ça en fait. Oui, voilà, ils ont fait appel à nous en tant que pêcheurs professionnels. Ils ont aussi tous les acteurs de la commune, les commerçants, pour parler un peu du récif, du lagon, tout ça. Et même tous les anciens pêcheurs aussi. Donc des actions qui ont pour but de préserver en fait l'environnement marin de la zone. Donc la côte nord et est du pays étant, je le rappelle, l'un des 6 sites du bien classé. Il s'agit de l'un des plus vastes ensembles des sites naturels de Nouvelle-Calédonie. En fin d'année, l'association En Août devra dresser un bilan à la province Nord des différentes actions menées sur le terrain pour la période 2016 à 2020, c'est ça? 2021. 2021. Donc quel bilan vous en faites en fait? Marie-Renée ou Amaury? Au niveau du bilan, l'association a quand même fait un bon nombre d'actions. Voilà un petit peu notre feuille de route. C'est le plan de gestion environnementale de Touo. Donc, comme disait Marie-Renée, il y a tous les acteurs qui sont dedans. Il y a la province Nord, la commune de Touo, le CIVUTIPEP, les associations. Et donc il y a un bureau d'études qui a été missionné par la province Nord qui doit venir nous voir en août. Nous, depuis 2013, en fait, on remplit un tableau et chaque action, en fait, on note un petit peu l'avancement de l'action. Et donc on doit faire un point pour voir tout ce qui a été réalisé. Et ça permettra du coup l'année prochaine de mettre en place, si tout se passe bien, un nouveau plan de gestion et de voir les actions qu'on maintient, celles qu'on rajoute, qu'on enlève. Alors j'en parlais en début d'émission, le lagon calédonien a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. L'une des actions de l'association est la sensibilisation à la préservation des écosystèmes. En voici un exemple.
J'ai retenu qu'il ne faut pas polluer l'eau, et sinon on va perdre tous les animaux marins, les tortues puis les bols. Vous savez où les endroits comment ils sont quand on trouve des bénitiers? Un bénitier est toujours dans un endroit où l'eau elle est claire. Si l'eau elle est claire et qu'il n'y a pas trop de terre ou autre, il y a des bénitiers. Si l'eau elle est sale, vous ne verrez jamais de bénitier. À Maury, on voit dans le reportage que les enfants sont très réceptifs. L'association Out n'intervient finalement pas que sur la commune de Tours, puisque là vous étiez à Surquois. C'est ça exactement, notre plan de gestion, voilà, il nous centre bien sur la commune de Tours, mais rien n'empêche de faire des actions en parallèle. Là, c'est l'école de Faja à Kawa qui a voulu faire une petite prestation avec l'association et une journée environnement. Et du coup, ils ont fait appel à nous pour intervenir et présenter nos actions. Vous avez beaucoup de demandes en fait en milieu scolaire? De plus en plus, oui. Après, voilà, c'est toujours en fonction de la disponibilité des membres et nous du travail, voilà, de l'animateur aussi. Moi, j'ai tous les aspects un peu administratifs à gérer à l'association. Marie-Renée, est-ce que vous avez des retours de ce que pensent les jeunes générations de la préservation de notre environnement? Non, mais c'est pas facile aussi de... Quand tu en parles d'environnement, ça regroupe beaucoup de choses aussi. C'est abstrait en fait pour les jeunes? Terre et mer, c'est dur. Hein. Il y en a beaucoup qui ont d'autres préoccupations, on va dire. Quoi. On a quand même des jeunes qui font des actions avec nous au quotidien et qui nous suivent, ou à travers les familles des membres ou autres, quoi, mais on va dire on les compte presque sur les doigts d'une main. Par contre, en bossant directement avec les établissements scolaires, c'est un avantage, voilà, on arrive à sensibiliser un bon nombre d'élèves. Alors la commune de Tours est dotée d'une biodiversité exceptionnelle, mais des menaces pèsent encore sur son environnement, telles que l'érosion ou encore la dégradation du couvert forestier par les espèces donc envahissantes, telles que les cerfs ou les cochons, etc. Pour parer à cela, il y a des solutions, c'est ce que tu nous expliques à Maury. On s'est engagé à replanter 1000 arbres de forêt humide et on a sélectionné 4 sites de plantation. L'objectif du projet déjà, c'était de diminuer les apports terrigènes dans le lagon en bas. Donc l'association, on a voulu se baser sur des solutions fondées sur la nature, donc pour piéger la terre qui arrive de la montagne avec l'érosion, quoi. Donc en reboisant des arbres de forêt humide et 1000 palétuviers aussi en bord de mer. À Maury, si aucune action comme celle-ci que l'on vient de voir est mise en place, quelles conséquences cela aura sur le lagon ? Les conséquences, voilà, c'est que cette terre-là, liée à l'érosion, finisse à la mer et du coup va y impacter les mangroves, donc ils peuvent bloquer un peu le sédiment, après recouvrir les herbiers, recouvrir aussi tout ce qui est récif corallien. Et s'il n'y a plus de récif, il n'y a plus de poissons, quoi. Et oui, surtout que beaucoup vivent de la pêche aussi. Marie-Renée, 1000 arbres de forêt humide ont été plantés, donc c'est prévu sur 4 sites. Donc 4 sites ont été identifiés. 3 sites, pardon. Donc est-ce que où ça en est aujourd'hui en fait? Où est-ce que vous en êtes de cette action? Sur les 1000 plans, il nous reste, je crois, à peu près 380 arbres à mettre en terre. On est en train de voir, justement, peut-être pour rajouter des plans sur certains sites. On doit se rapprocher encore des établissements scolaires pour voir si on peut avoir un petit peu d'aide et pour sensibiliser encore des jeunes. Oui, parce que là, vous étiez avec les jeunes du lycée, c'est ça? C'est ça, le lycée de Tours et de la MFR de Point-Dimy, ouais. Finalement, tous les impacts majeurs proviennent de la terre, on l'a bien compris, et c'est ce que nous explique Nathalie Bayon. On sait très bien que ce sont les impacts qui viennent de la terre. Alors c'est ce qu'on appelle les apports terrigènes, c'est-à-dire toute la terre qui se déverse dans les récifs à cause de quoi? Des incendies, qui est vraiment, on va dire presque le fléau numéro 1. On voit bien sur la côte est, quand il y a un incendie, là, la terre elle tombe directement dans la mer, ça va direct. Les incendies, les espèces envahissantes qui broutent le couvert végétal et qui font aussi que toute la terre se déverse. On peut avoir des pollutions aussi occasionnelles. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment agir déjà sur ce qui se passe sur la terre pour préserver finalement ce qui se passe. C'est pour ça que l'ensemble du bien se trouve en mer, mais donc nous on intervient vraiment sur la zone tampon. Et en fait toute la zone de Tours est une zone tampon dans laquelle on essaie de faire attention aux activités. Alors tous les deux, l'environnement, je dirais, c'est un peu votre dada, vous aimez bien. On va voir si c'est vraiment le cas. Mais je vais vous poser un certain nombre de questions. Et ces questions concernent toutes les 6 zones marines concernées par le classement à l'UNESCO, à savoir les récifs d'Entrecasteaux, le Grand Lagon Nord, la zone côtière nord et est, la zone d'Ouvéa et de l'île Beautemps-Beaupré, la zone côtière ouest et le Grand Lagon Sud. Alors oui, sachant qu'il y a quand même 2 sites qui se situent dans Compromas Nord, donc le Grand Lagon Nord et la zone côtière nord et est, qui couvrent à eux seuls plus de la moitié du bien calédonien. Donc, on va jouer, si vous voulez bien. Enfin, vous pouvez aussi à la maison participer.
Donc, justement, vous allez voir les questions et vous me donnez un peu votre réponse. Hein. Donc, voilà, il faut que je me rapproche un peu de l'écran. C'est bon comme ça? C'est bon. Allez, où trouve-t-on le plus bel ensemble de marais à mangrove de Nouvelle-Calédonie? D'après vous, qui veut commencer à répondre? On commence par les femmes. Marie-Renée. Diaote, oui quoi? Exact, oui. Donc l'estuaire du Diaote, et le Diaote étant l'unique fleuve du pays et long d'environ 90 km, qui se trouve d'ailleurs dans la zone comme tout haut, dans la zone côtière nord et est. On enchaîne. Tac. Quel est le site le plus important de ponte de tortue grosse tête? À grosse tête. Ça, c'est au niveau de la zone côtière ouest, ça doit être au niveau de Bourra et de la Roche-Percée. Ouais. Exact. Donc c'est la Roche-Percée. Très bien. On continue. Troisième question. En Nouvelle-Calédonie, où peut-on observer des baleines à bosse? Marie-Renée. Lagon Sud. Lagon Sud, c'est vrai. Donc Lagon Sud qui s'étend de la Nouméa, Mandor, Île-des-Pins et Yaté. Donc oui, mais il n'y a pas que le Lagon Sud. On peut le voir aussi sur la côte est. Exactement, le Lagon Nord, exactement. On enchaîne. Dans quelle zone trouve-t-on le plus d'oiseaux marins? À Maury. Donc ça peut être au niveau d'Entrecasteaux. Oui, les atolls d'Entrecasteaux qui font partie du parc naturel de la mer de Corail et qui est situé à l'extrême nord de la Grande Terre. C'est bien après Bélep. On y trouve également la tortue verte qui a trouvé un endroit pour se reproduire, on va dire. Dernière question, quel est le seul atoll habité en Nouvelle-Calédonie? Marie-Renée. Ouvéa. Oui, bonne réponse. Ouvéa. Donc on dénombre quand même 675 espèces de poissons côtiers et certaines espèces emblématiques comme le Napoléon ou encore la Raymanta. Tac. Donc en tout cas, on comprend mieux pourquoi ces zones marines en fait font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, car elles représentent l'ensemble, je dirais, de la diversité des récifs et des écosystèmes calédoniens. Donc la mangrove, c'est aussi un écosystème qui est quand même menacé en Nouvelle-Calédonie. 88% des mangroves se trouvent sur la côte ouest, 10% des espèces y sont endémiques. Sur Touault, il y a 416 hectares de mangroves, dont 3% sur l'ensemble de la commune sont dégradés, c'est ça, essentiellement par le bétail. Donc c'est ce qu'on va voir en fait. Donc justement l'association Route a mis en place des actions pour pouvoir reboiser les zones qui sont dégradées. Donc là on est surtout sur la tribu de Tiwande. On regarde et on en parle juste après. Amaury vient régulièrement contrôler la pépinière. Ces 700 plants de palétuviers ont été mis en pot il y a 10 mois. Ils seront utilisés pour reboiser un secteur dans la tribu de Tiwande. Mais dans un premier temps, en fait, vu que les dégradations dans cette tribu sont liées au bétail qui circule dans la mangrove, on est en train de travailler en ce moment avec le propriétaire foncier et du bétail pour refaire la barrière. Alors combien d'hectares de palétuviers vont être replantés en fait? Donc là, à peu près, je dirais que sur les quelques hectares qui sont dégradés, il y a presque 2 hectares qui se trouvent à la tribu de Tiwande. On ne va pas planter nous sur le 2 hectares, mais déjà en mettant la barrière en place et en évitant que le bétail ne circule dans la mangrove, on va dire déjà la mangrove naturellement elle va reprendre. On va quand même lui donner un petit coup de pouce en marquant le coup et en plantant ces 1000 palétuviers. Oui, parce que là, le problème, c'est le bétail. Exactement, oui. Et une fois qu'il ne pourra plus circuler, la mangrove elle va reprendre d'elle-même. Marie-Renée, donc cette action de reboisement de la mangrove découle du projet Restauration forestière de la terre à la mer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet? Marie-Renée ou Amaury L'objectif du projet, c'est un projet déjà qui est soutenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire, c'est le ministère de l'Environnement en France. Et donc l'objectif du projet, un peu comme le disait Nathalie Bayon, c'est de diminuer ces apports terrigènes dans le lagon. Et donc on avait proposé des solutions fondées sur la nature, donc la restauration de la mangrove et de la forêt humide, pour essayer de piéger cette terre. Alors dans la tribu de Koué, les habitants ont vu leurs mangroves rétrécir. Pour parer à cela, les anciens, je dirais, ont transmis leur savoir aux plus jeunes. C'est ce que nous explique Didier, membre aussi de l'association En Route. C'est une maladie. Avant, nous, on marche comme ça dans le bord de mer, on trouve une propagule, on prend ça, on pique comme ça. On est malade de ça, on prend une propagule, on pique. C'est comme ça, je sais pas. Mais je suis fier de voir le résultat aujourd'hui. Marie-Renée, la transmission des savoirs entre générations, en fait, finalement, c'est vraiment important pour que les écosystèmes soient préservés. Ce que Didier vient de dire aussi,
pour dire ça avec les anciens. C'est devenu une habitude que gosses ont planté directement le palétuvier. Et du coup, c'est ce que vous faites, vous, avec les plus jeunes maintenant? Après, si on va dire comme le petit... On essaie de passer le message, montrer un peu ce qui est le rôle de la mangrove, quoi. Mais comme je redis ce que Didier l'a dit, nous, on a fait ça depuis aussi. On a suivi ce que les anciens ont fait. Mais je pense que le message passe avec les tout petits de la petite génération. Ils ont le réflexe de quand on voit le fruit en bord de mer. Donc le message passe bien. Quand même, ouais. Amaury, pourquoi est-ce que c'est primordial finalement de préserver, de protéger la mangrove? Ça sert à quoi la mangrove? Donc la mangrove, voilà, c'est une forêt qui est à l'interface entre la terre et la mer. Donc déjà, elle va pouvoir protéger des hauts, les tempêtes et de l'arrivée des vagues, donc protéger le littoral pour diminuer l'érosion des côtes, quoi. Mais c'est aussi un bon filtre. Quand la terre arrive de la montagne, c'est une zone en fait où la terre elle va venir sédimenter et se reposer. Donc ça va permettre de piéger un peu ce sédiment-là. Et en plus de ça, il y a tout ce qui est en lien avec la biodiversité. Ça va être une nurserie pour de nombreux organismes marins, pour les poissons, les crabes, etc. Et du coup, derrière, pour la population qui est sur place, pour pouvoir pêcher et se nourrir au quotidien. Oui, donc c'est vraiment essentiel de la préserver. Ouais, c'est gagnant-gagnant. Ouais, c'est ça. Alors une autre action donc, de votre association a mis en place, donc c'était pour préserver donc, les récifs coralliens. Et il faut savoir que nos récifs comptent parmi les seules structures visibles de l'espace. À ce sujet, Marie-Renée, vous êtes aussi pêcheuse professionnelle, je l'ai dit en début d'émission. Vous avez participé justement à ce suivi et d'ailleurs vous en retirez donc un bilan donc positif. On vous écoute. J'ai fait le suivi sur les invertébrés, c'est les biches de mer, trocas, bénitiers. Et il fallait mesurer aussi la taille des bénitiers aussi. Les oursins aussi, il fallait compter aussi. Et c'est très important de savoir que c'est un récif en bonne santé, quoi. Marie-Renée, tu parles de bénitiers, de biches de mer, des espèces qui, comme le dugong ou encore le perroquet, sont menacées dans certaines zones en Nouvelle-Calédonie. Cependant, on constate que les récifs de Touos se portent bien, sont en bonne santé. C'est un signe finalement que la population de la zone est sensible à sa préservation. Oui, comme je dis, comme je suis pêcheuse pro, mais c'est pour ceux qui veulent se lancer aussi dans le métier. En tant que pêcheur, il faut toujours préserver chez nous notre lagon. Mais comment ça se passe en tant que... Voilà, tu es pêcheuse professionnelle parce qu'il y a la surpêche aussi, ça peut en fait avoir des effets... ça a des effets négatifs sur les récifs. Justement, comment ça se passe à Touos en fait? Chacun a sa zone de pêche, par exemple. Moi, je suis de la tribu de Koui, je pêche à Koui. Mais après, j'ai mon bateau, quand je sors en mer, je reste toujours dans la zone de Touos. Je ne vais pas aller ailleurs, après Nimé ou Yankel. Oui, c'est vraiment... chacun, c'est une prise de conscience personnelle. Oui, c'est toujours le respect aussi. Amaury, tu voulais ajouter quelque chose? Non, oui, voilà. Moi, j'ai été surpris quand je suis arrivé à Touos, justement, voilà, qu'il y ait le respect de toutes ces zones et qu'on ne trouvera jamais un pêcheur du sud de la commune d'une tribu aller dans le nord. Alors même si tout va bien, pour Nathalie Bayon, la directrice du Conservatoire des espaces naturels, il ne faut pas pour autant se reposer sur ses lauriers. Donc on l'écoute. Il faut rester vigilant, il ne faut pas se reposer sur les lauriers et continuer à protéger, à prendre des mesures réglementaires, continuer à avoir des gardes nature qui veillent au grain et qui font respecter la loi et les textes. Et la vigilance, elle doit être celle de tous les citoyens. En fait, chacun peut contribuer pour justement essayer de ne pas arriver à des mesures très chères pour restaurer, pour lutter contre des espèces envahissantes, pour restaurer des récifs. Voilà, pour l'instant en Nouvelle-Calédonie on n'en est pas là et le tout c'est essayer de garder cet été-là sans avoir à mettre des mesures très coûteuses pour restaurer une biodiversité. Là, je parle de la biodiversité marine. Finalement, chacun est responsable de la protection de l'environnement. Si tous les deux, vous avez un message à faire passer aux Calédoniens, qu'est-ce que vous leur direz? On commence par Marie-Renée. Protéger notre environnement, notre beau pays, et puis... Voilà, j'encourage tout le monde à suivre le mouvement. Amaury? Oui, comme dit Marie-Renée, c'est l'affaire de tout le monde. Au quotidien, on peut tous faire des petits gestes, quoi. Et puis nous, de l'association, bien remercier l'ensemble des partenaires de la province Nord, le gouvernement, la commune de Touos, et puis d'autres, la Fondation de la Mer. On a vraiment beaucoup de partenaires à droite, à gauche. Et surtout bien remercier les membres sans qui toutes ces actions, on ne pourrait pas les faire, quoi. Moi, je suis le seul salarié de l'asso, je permets un peu de tenir les rênes et avec le bureau, voilà, en aiguille, mais c'est que du bénévolat. Ouais.
Alors merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Notre émission arrive à son terme. Merci également à Madame Bayon du Conservatoire des espaces naturels. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc et n'oubliez pas, comme le disait Yann Arthus Bertrand, chacun est responsable de la planète et doit la protéger à son échelle. Bonne soirée à vous.